Bonjour à tous et merci d'être avec nous, ici même dans cette salle, en direct. Nous sommes en direct aussi sur Internet. Merci de vous être inscrits à cette conférence, cette émission Parlons Nutrition. Vous êtes nutritionniste, diététicien, kiné, sportif, amateur ou professionnel du monde du sport. Alors parlons nutrition, de quoi s'agit-il? Cette conférence a été organisée par le CERIN, le Centre de recherche et d'information nutritionnelle de l'interprofession du lait, et nous allons traiter des besoins en protéines des sportifs, du sportif au moment de l'effort, juste après l'effort bien sûr, mais aussi tout au long de la journée, de la semaine, de la vie, enfin du rythme de vie des sportifs amateurs, vous allez le voir aussi, professionnels et amateurs. Alors, on va vous donner des informations scientifiques, des témoignages, des trucs, des techniques pour favoriser la récupération après l'effort. En l'occurrence, on dit beaucoup de choses sur l'alimentation, sur le régime du sportif, après l'effort notamment. Parfois des bêtises, parfois des abus. Enfin, on va revenir sur tous ces aspects-là. On voulait faire le point ici, c'est ce que le CERIN a souhaité. Je vais vous présenter d'abord nos invités, deux experts, deux scientifiques, qui vont intervenir, et puis des témoins qui témoigneront de leur activité, de celle aussi de ceux qu'ils entraînent, puisqu'on a des grands sportifs et des entraîneurs autour de ce plateau. Véronique Rousseau d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à la fois aujourd'hui une diététicienne, une nutritionniste, et une sportive, une grande sportive, puisque vous avez été championne du monde universitaire de judo, championne d'Europe par équipe avec l'équipe de France de judo. Vous êtes donc, je le disais, diététicienne, nutritionniste à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, et vous représenterez qualité vos confrères au cours de cette émission et de cette conférence. Au passage, on est dans l'actualité parce que vous me disiez il y a quelques minutes que vous étiez, à un moment donné, en 2010, vous avez eu une mission avec les Bleus, l'équipe de France 2010, juste pendant l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si ça leur a réussi ou pas, enfin, c'est un des aspects qu'on évoquera, et notamment l'affaire de leur petit déjeuner. Vous nous expliquerez tout ça. Professeur Xavier Bigard, vous êtes, vous, président de la Société française de médecine du sport, conseiller scientifique auprès du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sportif vous-même, vous c'est la montagne plutôt, le cyclisme aussi si je ne m'abuse. On reviendra sur ces aspects puisque vous êtes vous-même un praticien. Avec nous, d'autres scientifiques ou experts ou praticiens qui nous diront un peu comment ils vivent les choses. D'abord le docteur Alexandra Malgoire. Vous êtes docteur, vous, médecin militaire, vous êtes médecin généraliste, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et dans les armées, et dans cet univers qu'est le vôtre, et ce laboratoire, eh bien, on réfléchit justement à l'effort, évidemment, et comment compenser l'effort et apporter le meilleur apport, donc la meilleure nutrition à ces soldats qui ne sont pas forcément d'ailleurs des professionnels. Il n'y a pas que l'effort spécial dans les armées. Au demeurant, vous avez écrit une thèse, votre thèse de doctorat sur la tolérance locale des extrémités au froid avant et après une expédition en altitude. C'est pas tout à fait notre sujet, on y reviendra peut-être, mais on verra si c'est lié à la nutrition. Franck Lagneau, à vos côtés, vous êtes kiné vous-même, président de la Société française des masseurs kinésithérapeutes du sport, et vous êtes également le kiné de l'équipe de France féminine de handball. Guillaume Tanon, entraîneur d'athlétisme réputé, vous êtes notamment l'entraîneur actuellement de Jimmy Vico, notre sprinter national, si j'ose dire, enfin un de nos sprinters, champion d'Europe en salle, membre de l'équipe de France d'athlétisme, Jimmy Vico, donc que vous entraînez. Avec vous, Christophe Ruel. Christophe Ruel, vous êtes coach sportif, chroniqueur sur Ma Chaîne Sport, ancien athlète, décathlonien aujourd'hui. Voilà donc pour nos 6 intervenants. Professeur Bigard, on va commencer ensemble, si vous voulez bien, par tout simplement planter le décor. C'est-à-dire que même si nous avons affaire ici, par Internet et dans cette salle, à des professionnels, l'objectif c'est aussi quand même de permettre à tous de comprendre de quoi nous avons besoin, de quoi l'organisme a besoin quand on fait un effort pour se reconstruire ou pour construire du muscle notamment. Et donc cette question des protéines, d'abord on va commencer par essayer peut-être de rappeler ce qui se passe dans l'organisme, le métabolisme au moment de l'effort. Qu'est-ce qu'on détruit quand on fait un effort? Qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, dès lors que l'on va parler déjà de protéines et de pratiques sportives, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le muscle. Donc, on va se centrer sur le muscle squelettique, qui est l'effecteur du mouvement, et notamment du mouvement sportif. Ce qu'il faut comprendre en préambule, c'est que le muscle, et notamment sa masse, la masse musculaire, résulte toujours d'un équilibre entre des protéines qui se construisent et des protéines qui se détruisent. On est toujours dans cet état d'équilibre qui n'est pas un équilibre stable au cours de la journée, qui fluctue, et qui en particulier fluctue au cours de l'exercice. Comme on le voit sur le schéma qui apparaît actuellement, au cours de l'exercice physique, on a une augmentation de tous les processus qui vont détruire des protéines musculaires. Et en parallèle, on a une réduction, une diminution, que l'on voit ici sur la courbe rouge, une diminution de la construction de ces protéines musculaires. Donc on voit bien que l'équilibre du muscle est déstabilisé au cours de l'exercice physique. Mais ce qui est finalement plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dès la fin de cet exercice musculaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'on continue à augmenter légèrement la destruction des protéines du muscle, sur la courbe grise. Dans la suite de l'effort. Dans la suite de l'effort, tout de suite à la fin de l'exercice. Mais ce qui est encore bien plus intéressant et qui va nous interpeller, nous, au premier chef, c'est l'évolution de cette courbe rouge qui représente la construction du muscle. Et on voit que cette construction musculaire augmente de manière très, très importante dès la fin de l'exercice physique. Et c'est, pour nous, une période tout à fait cruciale pour avoir une bonne disponibilité en acides aminés, ces acides aminés qui vont être nécessaires à la construction des protéines musculaires. Alors deux choses, professeur Bigard. D'abord, de quoi s'agit-il? Ces deux courbes qui se croisent, cette courbe grise qu'on voit évoluer là, et puis la courbe rouge, elles correspondent à quoi exactement? Pour ceux qui n'auraient pas bien compris le schéma. La courbe grise représente l'évolution pendant l'exercice encadré par les deux petites flèches et dans les suites, donc l'évolution de la destruction des protéines du muscle. D'accord. Et la courbe rouge, c'est l'évolution de la construction du muscle, mais de la construction des protéines musculaires. Mais pour construire ces protéines, il faut des acides aminés. On imagine qu'une protéine, c'est un train, et chaque acide aminé représente un wagon. Pour construire ce train, il faut des wagons. Ces wagons, ce sont des acides aminés. Alors, ce qui est pertinent sur ce graphique, c'est que, évidemment, c'est dans le temps, et donc c'est le croisement de la courbe qui nous intéresse en quelque sorte, et la suite, c'est-à-dire... Oui, alors c'est le croisement de la courbe, mais pour nous, ce qui va nous intéresser au plan de la nutrition, ça va être surtout de faire face à cette augmentation importante de la construction des protéines musculaires, c'est-à-dire cette ascension très importante que l'on voit ici sur la courbe rouge, car pour qu'on puisse construire ces protéines musculaires, encore une fois, il faut des acides aminés très rapidement disponibles, dès la fin de l'exercice physique. Ça veut dire que dès la fin de l'exercice physique, il faut procéder, parce que l'organisme cherche à se reconstruire ou à construire du muscle, il faut procéder il faut absorber des protéines. Il faut ingérer des protéines. Alors, le comment on fait, on va voir ça avec Véronique Rousseau, mais vous-même, votre idée sur la façon dont on le fait, avant de venir à Véronique, il y a plusieurs types de protéines. Alors, il y a dans le moyen terme, je dirais, dans le muscle, et puis aussi dans le court terme. Précisez-nous ces deux types de protéines. Alors, on a depuis quelques années identifié et classé des protéines d'origine alimentaire en plusieurs catégories. Des protéines que l'on appelle des protéines rapides, qui vont donc être rapidement absorbées, et pour lesquelles les acides aminés qui les composent vont être très rapidement disponibles dans l'organisme, et puis des protéines plus lentes, qu'on appelle donc évidemment par définition des protéines lentes, qui vont avoir une disponibilité décalée dans le temps de leurs acides aminés. Et donc avec cette cinétique très différente de ces protéines, eh bien, on va pouvoir jouer sur les nécessités à court terme de disponibilité de besoins en acides aminés ou la couverture à plus long terme. Et comme on le voit sur le graphique... c'est notre deuxième graphique avec ces deux courbes, la grise là, et la jaune. Donc là, on a une courbe jaune que vous voyez apparaître sur l'écran qui représente la disponibilité dans le sang, mais donc dans l'organisme, d'un acide aminé extrêmement important pour la construction des protéines du muscle, qui s'appelle la leucine,
après la consommation de protéines du lactosérum. Et on voit que pour cette protéine, la disponibilité en leucine est très rapide, dès 60 minutes. Donc là, on a, avec cette protéine d'origine alimentaire, la possibilité d'avoir une parfaite disponibilité très rapidement en acides aminés. On est bien d'accord, là, vous ne nous parlez pas de produits extrêmement élaborés. On le trouve, en l'occurrence, dans du lait ou dans des éléments lactés ou non, dans lequel il y a cet lactosérum, qui est un élément dont vous venez de nous dire que finalement, alors que le premier schéma nous montre qu'il faut vite absorber des protéines, celle-là est la bonne. Alors, celle-ci est la bonne dans certaines conditions, dès lors que l'on veut avoir cette couverture très rapide. Cette protéine, on la trouve principalement dans le lait et les produits laitiers. Elle est présente en pourcentage qui peuvent varier, mais elle est présente dans ces produits laitiers. Et j'attire votre attention donc sur le deuxième type de protéines que l'on voit ici apparaître, hein, qui est la caséine, pour laquelle la disponibilité précoce entre 60 minutes et 120 minutes est moyenne. Elle n'est pas excellente, elle est moins bonne que pour les protéines du lactosérum, mais par contre, la couverture en acides aminés va pouvoir être décalée dans le temps, car comme vous le voyez, la concentration plasmatique en leucine, que l'on voit donc sur ce graphique, entre 240 et 360 minutes, c'est-à-dire entre 4 heures et 6 heures, est bien meilleure qu'après la consommation de lactosérum. Donc ces deux protéines que l'on trouve dans le lait et les produits laitiers, de par leur cinétique très différente, ont un intérêt tout à fait complémentaire pour assurer une parfaite disponibilité en acides aminés nécessaires à la construction des protéines du muscle. Alors, les schémas ne nous nourrissent pas, hein. Véronique Rousseau, concrètement, cette nécessité d'avoir une absorption rapide pendant l'effort et surtout après l'effort, comment concrètement ça se passe? Vous, les sportifs avec lesquels vous travaillez, vous leur proposez quoi? Vous élaborez quoi pour eux? Comment vous faites? Alors en pratique, on a deux possibilités en fait. Soit la période on est dans une période post-entraînement et il y a un repas qui est programmé juste après cette phase. Donc c'est le repas qui va faire office de récupération, qui va contenir naturellement en fait des protéines lentes et des protéines rapides. Par contre, et pour ça, il faut qu'il soit consommé en fait immédiatement après l'entraînement et dans un délai de 30 minutes. Par contre, si le repas n'est pas programmé, donc là, on va recommander aux sportifs de consommer en fait une collation, et une collation qui va contenir naturellement en fait des protéines rapides, des protéines lentes et des glucides. Donc on le voit sur le schéma. Donc bien évidemment, il faut s'hydrater parce que c'est le premier facteur limitant de la performance, et le sportif passe son temps à perdre de l'eau au cours de sa phase d'entraînement, donc il faut qu'il se réhydrate. Et ensuite, eh bien, il doit le faire le plein en fait, de protéines rapides et de protéines lentes par le biais du lait, par exemple. Donc on n'a pas parlé du grammage tout à l'heure, c'est-à-dire il y a aussi une notion de quantité qui est importante, c'est-à-dire on a parlé de la nature, mais au niveau de la quantité, donc on est sur à peu près, mais Xavier pourra compléter, entre 10 et 20 grammes de protéines, donc qu'on va proposer en post-entraînement. Donc ça va de 250 millilitres à 500 millilitres de lait qu'on va proposer, associé éventuellement, si on veut avoir un équilibre parfait avec les protéines lentes et les protéines rapides, c'est-à-dire le lactosérum et la caséine, on va y associer éventuellement une petite cuillère à café de lactosérum, c'est-à-dire de whey, qui est connu, enfin les sportifs la connaissent bien sous le nom de whey, et puis on va compléter avec un fruit pour avoir en fait une quantité de sucre, de glucides adaptée pour la récupération. Mais comment vous fournissez ça? C'est une logistique considérable? Ce sont des distributeurs? Chaque sportif a le sien? Comment vous faites? Alors, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des distributeurs en fait, de lait qui sont mis en place, mais on a aussi le sportif qui est aussi en autonomie et qui, lui, fait ses propres courses et aussi a son propre choix, c'est-à-dire que l'avantage des produits laitiers, c'est-à-dire qu'on peut prendre du lait, mais on peut aussi prendre du yaourt à boire, on peut prendre des yaourts, on peut prendre du fromage blanc. Et donc, il y a toujours les quantités de proprotéines, parce que j'ai regardé. On recommande, oui, il y a des différences, évidemment. C'est-à-dire que si on veut, à un volume moindre, avoir un apport protéique plus important, on va s'orienter vers le fromage blanc, ouais, qui est un petit peu plus concentré en protéines que le lait. Mais après l'effort, c'est plus facile malgré tout de prendre une boisson chocolatée. Voilà, une boisson, ouais, un yaourt à boire ou une boisson. Ça, alors ce schéma-là correspond à la collation des 30 minutes après l'effort, enfin dans cette zone-là, c'est ça, cette période-là? Oui,
Voilà, c'est-à-dire qu'on va, on va proposer en fait immédiatement après l'entraînement, si le repas n'est pas programmé, de consommer de façon très facilement un laitage avec une concentration plus ou moins importante de protéines, avec un fruit. Et on aura aussi, en plus des protéines, des glucides, on aura aussi des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des vitamines, notamment la vitamine B2 qu'on trouve dans le lait, puisque le lait est le premier contributeur en fait, de vitamine B2. Mais on trouve aussi la vitamine B12, qu'on trouve aussi dans la viande. Et le lait est le deuxième contributeur. Et ce sont des vitamines qui sont importantes aussi pour le sportif, l'une pour la production d'énergie et l'autre pour la synthèse des protéines. Mais alors, comment le sportif fait-il, et qu'est-ce que vous lui conseillez, qu'est-ce que vous lui dites, pour équilibrer entre ce moment stratégique, on l'a vu avec vos explications, professeur Bigard, et en même temps l'alimentation du reste de la journée? Comment est-ce qu'on fait là? Donc oui, il faut que la collation elle soit en cohérence avec les différents repas et avec l'apport énergétique total de la journée. Ça veut dire que si on prend des poids de corps très légers, c'est-à-dire des gymnastes, filles par exemple, qui ont des poids de corps assez légers et qui ont des apports énergétiques un peu moindres, parfois on leur demande de soustraire en fait du repas le laitage et le fruit, de le consommer en post-entraînement. Mais par contre, si on a des poids de corps relativement élevés, donc on va plutôt ajouter en fait des collations. Donc en fonction de l'apport énergétique et de façon très individuelle, donc la démarche elle est absolument individuelle, on va proposer en fait la collation adaptée aux apports énergétiques. Naturellement, on arrive à couvrir ses besoins en protéines, lorsque, notamment le sportif, lorsqu'il consomme 2 fois par jour de la viande, du poisson et des œufs, lorsqu'il consomme 3 produits laitiers ou 4 produits laitiers, c'est-à-dire que ça couvre par la viande à peu près 30 à 50%, on le voit sur le schéma, de l'apport en protéines, 25% à 30% par les produits laitiers, et puis on a 15 à 30% par des protéines végétales sous forme de pain, de féculents, de légumes secs. Et on n'a pas parlé des poudres éventuellement de protéines qui, elles, de toute façon, ne sont pas obligatoires parce qu'on arrive facilement à couvrir l'alimentation de façon très naturelle. Mais par contre, parfois, sur des poids de corps un peu élevés, lorsqu'on a un environnement où on n'a pas un accès facile à avoir des aliments naturels, donc on a recours en fait aux poudres de protéines, mais elles ne doivent pas dépasser en fait les 33% des apports protéiques totaux. On va revenir sur les poudres parce qu'on dit beaucoup de choses, on vend beaucoup de choses, on produit beaucoup de choses et je ne sais pas trop ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. Enfin, là-dessus encore, il y a des débats sur lesquels je vais vous demander aussi de réagir, vous qui êtes des conseils aussi aux sportifs. Voilà donc pour ces éléments, je dirais pour poser le débat aujourd'hui avec Véronique Rousseau donc, et puis le professeur Bigard. Et je voudrais aussi tout de même vous rappeler que nous sommes sur Internet à travers plusieurs vecteurs et remercier au passage les partenaires du CERIN sur cette conférence et sur cette web émission, web télé à la fois. Le célèbre site Doctissimo, qui est un des partenaires cet après-midi, le site médical egora.fr et puis les revues de kinés qui sont très intéressés aussi évidemment et qui nous aident aujourd'hui avec leur site web Kinésithérapie Scientifique avec ksmag.com, Kinéactualité et son site kinéactu.com. Alors, le docteur Malgloire, je rappelle que vous êtes à la fois médecin généraliste, médecin militaire et que vous êtes un chercheur ou une chercheuse au laboratoire d'observation des armées, biomédicales des armées. Est-ce que ce que nous disons là ne concerne que les sportifs de haut niveau, les pros? Parce que les jeunes qui arrivent chez vous, les jeunes recrues, vont être soumis quand même à un certain effort qui, au début, ressemble un peu à ce que les sportifs amateurs, mais intenses, font. Alors, est-ce que là, ça ne concerne que les pros ou est-ce que ça nous intéresse tous? Non, pas du tout, bien entendu. Ça concerne, j'allais dire, tout sportif ayant une pratique sportive de quelques heures par semaine. Et effectivement, en milieu militaire, on est amené à recruter des jeunes qui, sans être des sédentaires, bien évidemment, sont des jeunes peu actifs, qui vont participer à une préparation physique qui va les amener à devenir des soldats et à être projetables. Et dans cette période-là, il est particulièrement important, effectivement, de veiller à l'augmentation de leur masse musculaire. Donc ça passe évidemment par une préparation physique adaptée et une nutrition. Alors évidemment, là, Véronique Rousseau nous a illustré, j'allais dire, ce qu'on peut faire de mieux en termes d'individualisation. Évidemment, en milieu militaire, c'est beaucoup plus compliqué.
Il n'empêche que récemment, le service de santé a été consulté parce qu'on a redéfini l'offre alimentaire pour les armées. Et donc, on a préconisé qu'au cours des repas, les jeunes puissent emporter avec eux une brique de lait UHT qu'ils pourront consommer à l'issue de leur séance d'entraînement à la fin de la journée. Vous leur conseillez de rajouter au pactage une brique UHT? Tout à fait, mais ça a l'immense avantage d'être extrêmement facile, parce qu'effectivement... Oui, enfin, c'est pas vous qui les portez, pardon. J'imagine leur réaction. Se faire cuire un steak, c'est quand même moins facile à Certes, l'issue de la oui. séance. Vu comme ça, vous avez raison. Il y a le problème de conservation aussi, qui est absolument optimal avec un produit UHT. Et donc, c'est quand même à la fois en termes pratiques et de sécurité sanitaire, absolument adapté aussi aux militaires. Le deuxième point sur lequel je voulais peut-être revenir, c'est qu'on est dans une population chez laquelle on ne cherche pas uniquement à développer de la masse musculaire, mais aussi des capacités d'endurance. Donc on est amené à proposer des entraînements combinés, à la fois pour augmenter les capacités d'endurance et pour augmenter la force. Et alors que ça peut paraître évident, effectivement, pour un sportif qui veut développer de la masse, d'apporter des protéines, il est important aussi de se rappeler que même un sportif endurant a un renouvellement protéique à assurer plus important qu'une personne sédentaire. Oui. Donc là encore, évidemment, il va falloir apporter des glucides pour répléter ces stocks en énergie, mais les protéines sont aussi absolument nécessaires dans cette phase-là pour aider au renouvellement des cellules musculaires qui ont été détruites au cours de l'exercice, même si on n'est pas dans une stratégie de prise de masse musculaire. Guillaume Tanon,